bonjour à tous, bienvenue sur le plateau TV ENR et Territoire à cette conférence sur le bois énergie. Donc on va voir en quoi le bois énergie peut être une véritable opportunité de transition pour les territoires. Alors autour de la table, nous avons Jean-Pierre Goudard, vice-président de la COR, Communauté Ouest Rhodanienne. Bonjour. Bonjour. Donc je vous laisse rapidement présenter en deux mots la COR. Alors la COR, donc Communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien, sur les monts du Beaujolais, là, donc à environ 50 km d'ici. Une partie justement très boisée. Une communauté de 31 communes, 51 000 habitants. Et donc avec une partie bien sûr d'exploitation forestière, mais aussi industrielle autour de la ville de Tarare. Voilà, donc le bois énergie, bien sûr, fait partie de notre production et du mix énergétique, puisqu'on est territoire labellisé TEPOS, territoire énergie positive, à l'horizon de 2050. Très bien, on aura l'occasion d'en reparler. Donc un territoire rural et forestier, pas très loin de Lyon et moteur. Alors on a également autour de la table Mathieu Maillard, qui est donc également à la COR, chargé de mission énergie. Je vais vous laisser présenter un peu vos missions très rapidement. Très rapidement, tout à fait. Donc Mathieu Maillard, je suis chargé de mission développement des énergies renouvelables à la COR. Et plus particulièrement, j'anime le COT, donc le contrat d'objectif territorial, qui est en quelques mots le petit frère du Fonds Chaleur de l'ADEME. Donc c'est un programme initié par l'ADEME. Et en région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 5 COT qui ont été initiés. Et on est le seul COT rural, pour faire simple. Voilà, donc tout simplement. Merci beaucoup. On reviendra pareillement dans le détail sur ce qu'est le COT et ce qui permet d'envisager en termes de développement des énergies renouvelables sur le territoire. Je vais passer la parole pour se présenter à Camille Matt du Pays Voironnais. Bonjour. Bonjour, alors moi je suis Camille Matt, je suis chargée de mission sur les questions forestières et filières bois à la communauté d'agglomération du Pays Voironnais. C'est une communauté d'agglomération mais à dominante rurale aussi, puisque la ville-centre Voiron ne fait que 20 000 habitants. On a 33% de forêt sur le territoire. C'est un territoire qui a la particularité d'être dominé par la forêt privée, qui représente 88% de la forêt du territoire, et sur lequel on a une politique à la fois développement forêt, filière bois et énergétique qui travaille main dans la main. Très bien, merci. Donc on voit également un territoire rural avec une forêt privée. On pourra y revenir. Je pense que dans l'accord, on a un peu la même typologie de territoire. Enfin, autour de la table, nous avons Éric Vial, donc directeur général de Propellet France. Expliquez-nous ce qu'est Propellet. Oui, bonjour. Donc, le Propellet France, c'est la fédération du chauffage au granulé de bois. On regroupe un certain nombre de membres qui sont acteurs de l'ensemble de la filière. Ça va du producteur de granulés en passant par le distributeur de granulés, l'installateur, les appareils de chauffage, les fabricants d'appareils de chauffage, les bureaux d'études et tout le microcosme professionnel qui tourne autour de la filière ou qui tourne dans la filière du chauffage du granulé de bois. On a une vocation de communication, de qualité, de faire que les professionnels parlent entre eux et que nous puissions animer des débats qui permettent de faire progresser la filière. Et on a aussi un rôle d'observatoire économique, puisqu'on va après, c'est nous qui donnons les chiffres, que ce soit au niveau des ventes d'appareils, il n'y a pas que nous, mais les ventes d'appareils, la production et la consommation de granulés et les prix du granulé. Voilà, pour faire court. Merci. Donc on reviendra sur ces différents chiffres et sur le rôle que peut avoir le granulé spécifiquement dans la transition énergétique et sa complémentarité avec les autres combustibles. Donc on va se tourner tout d'abord vers l'accord pour voir quelle prise en compte actuellement de la politique énergétique vous avez mis en place. Comment de manière opérationnelle, vous la déclinez et quels sont vos objectifs? Alors, en ce qui concerne la filière bois qui nous amène aujourd'hui, c'est une histoire un peu ancienne à la COR, puisque ça fait une quinzaine d'années qu'il y a vraiment de la production et de l'exploitation de bois énergie chez nous. Il y a quelques étapes qui sont marquantes, je vais les décrire rapidement. C'est déjà 2006 où on est lauréat d'un pôle d'excellence rurale, un PER bois Rhône-Alpes, qui nous a permis d'équiper une entreprise avec un broyeur pour faire de la plaquette et un camion de livraison.
Alors ça a été une étape importante parce qu'on avait déjà un collège et un hôpital qui étaient déjà avec des chaudières, mais pas avec forcément de la production locale. Donc ça a été important d'avoir de la production locale. Et puis dans la foulée, de 2009 à 2012, on a lancé un PCET, donc un plan climat énergie territoire, qui était à l'époque non réglementaire, non obligatoire, donc un plan climat volontaire, alors qu'aujourd'hui on a des PCAET. Et ce PCET a vraiment sensibilisé les élus, notamment, au changement de chauffage dans leurs mairies, dans leurs bâtiments communaux. Et du coup, il y a eu beaucoup de projets qui se sont lancés, de chaudières bois, toutes simples, mais aussi de réseaux de chaleur. On en a quelques exemples dans nos collines, où on a des villages qui ont chauffé plusieurs bâtiments communaux, mais aussi des bâtiments privés, des appartements, des choses comme ça. Donc ça a vraiment lancé, je dirais, la dynamique. Et puis l'étape très importante, plus récente, c'est avril 2013, premier territoire Rhône-Alpes à être labellisé TEPOS, donc territoire énergie positive, labellisé par l'ADEME et la région, où là, on a fait une image, en quelque sorte, de toutes les consommations de notre territoire. Et parce que l'ambition TEPOS, pour ceux qui ne le savent pas, c'est d'arriver en 2050 à être, on va dire, à neutralité énergétique, c'est-à-dire pas plus consommer que ce qu'on produit localement. Donc, bien sûr, il faut économiser, ça c'est un gros volet, mais produire localement. Donc, en avril 2013, on a fait une photographie de ce qu'on consommait, et en face, on a imaginé un mix énergétique pour remplacer les 50% restants, puisqu'on devrait économiser 50% de nos consommations. Et bien sûr, étant déjà dans le bois énergie et avec la filière bois, on a imaginé que cette filière sera bien évidemment un des piliers de cette production ENR à l'horizon 2050. Voilà. Et puis, plus récemment encore, et Mathieu en parlera mieux que moi, le fameux COT, donc aussi contrat d'objectif territorial signé avec l'ADEME, donc qui est le petit frère du Fonds Chaleur et qui permet de financer alors des projets, pas que des projets publics, hein, puisque on fait pas d'études et de subventions, on donne pas de subventions au privé, mais par exemple un hôtelier, un gîte, une entreprise peut être éligible à ce fameux COT, donc animé par Mathieu. D'accord, très bien, merci. Peut-être pouvez-vous préciser rapidement la part que représenterait le bois énergie dans l'échéance à 2030 ou à 2050 du territoire TEPOS? Alors, en part, j'ai pas les chiffres exacts, mais en solution, je dirais, peut-être que Mathieu les a, en solution de équivalent kilowatt, ça va être c'est la deuxième source de production qu'on a imaginée. Et Mathieu va vous donner des chiffres plus précis. Oui, en termes de chiffres, donc le bois énergie serait la deuxième production d'énergie renouvelable sur le territoire à hauteur de 27% et juste derrière la production photovoltaïque. Voilà. D'accord, très bien. Donc le bois énergie juste derrière le photovoltaïque. Donc presque 30% de la totalité de la production d'énergie renouvelable sur le bois énergie. Donc là, vous évoquiez le COT, donc contrat d'objectif territorial. Mathieu, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Bah oui, alors rapidement, en fait, le COT, effectivement, c'est le petit frère du Fonds Chaleur. Le Fonds Chaleur, donc juste pour rappel, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est un programme qui va permettre de développer les énergies renouvelables thermiques pour des gros projets, pour des autres maîtres d'ouvrage, donc tous sauf le particulier, qui ont des consommations qui vont être de l'ordre de 1200 MWh par an à 1500, bref, donc des gros projets. Le COT, lui, se veut être un programme qui encourage les petits et les moyens projets et pour qu'ils puissent avoir des subventions également. Tous ceux qui peuvent être éligibles, ça va être les autres maîtres d'ouvrage, comme je vous disais, donc tout le monde sauf le particulier, les bailleurs, les associations, les collectivités, les entreprises. C'est un programme qui va permettre de proposer des aides financières pour les études. Donc si on a une étude à réaliser auprès d'un bureau d'études thermiques, par exemple, 70% de l'étude est prise en charge. Et également, on va avoir des aides à l'investissement, donc pour tout ce qui va concerner donc les projets de bois énergie, les projets de solaire thermique et les projets de géothermie. Il y a aussi une partie qui va concerner les réseaux de chaleur, donc tout ce qui va être intensification des réseaux de chaleur déjà existants,
création de réseaux de chaleur et intensification ou extension. Voilà. Après, du coup, le code se traduit par 3 points clés qui vont être 3 types d'accompagnement. En fait, un accompagnement technique donc, que je vais pouvoir réaliser auprès des différents maîtres d'ouvrage. Je vais leur réaliser des petites analyses d'opportunités, essayer de les accompagner dans leurs projets, faire émerger des idées, voir un petit peu sur quelles pistes on peut plus ou moins favoriser. Il va y avoir un accompagnement administratif. En gros, pour vous donner un ordre d'idée, à partir du moment où je reçois le dossier complet donc, qu'on a monté avec le maître d'ouvrage, il y a à peu près 2 à 3 mois d'instruction, donc ça va relativement assez vite. Dès qu'on a validé le dossier, le maître d'ouvrage peut commencer à faire son étude ou à faire ses travaux. Donc du coup, le délai n'est pas trop contraignant, en tout cas, si on a bien fait les choses en amont. Et du coup, il y a une aide financière, l'accompagnement financier qui est là aussi. Pour tout ce qui va être aide à l'investissement, on va avoir des difficultés de donner des tarifs et des montants directement parce qu'on est sur des montants qui sont forfaitaires et qui dépendent de la consommation finale du bâtiment. Voilà. Pour avoir droit à ces aides-là, il y a quelques critères techniques qui sont vraiment, entre guillemets, pas très compliqués à avoir. C'est du bon sens, c'est du matériel performant, ça va être de la suivi de production, voilà, ce genre de choses pour contrôler que toutes les installations fonctionnent bien. Et voilà, en quelques mots, on a des objectifs du coup, qui sont de 250 tonnes équivalent de pétrole sur 3 ans. Donc c'est un programme qui dure 3 ans et qui s'arrête à la fin de l'année là. Voilà. D'accord, très bien. Donc un programme qui est aidé par l'ADEME, qui vous permet d'avoir de l'animation sur le territoire pour assister les élus et les porteurs de projets à sortir des projets d'énergie renouvelable chaleur, notamment en bois énergie, mais également solaire thermique ou autre, avec potentiellement des combinaisons. Et du coup, donc, grâce à ce programme, vous avez Mathieu Maillard qui est présent sur l'accord pour vous assister. Quel autre soutien vous avez d'animation pour sortir les projets au niveau du territoire, notamment en amont pour la mise en place de ce code? Alors, au niveau je dirais du TEPOS, à l'origine, il y avait on était financé par l'ADEME et la région pour animer. Il n'y avait pas de fonds pour aider, que ce soit les collectivités ou les particuliers. Mais on a eu en 2015 le TEPCV, donc suite à la loi de la transition énergétique croissance verte, où là on a obtenu 2 millions d'euros de l'État, d'aide, qui nous ont permis plus de rénover les bâtiments, parce que c'est bien d'avoir du bois énergie, des chaudières, des réseaux de chaleur, mais si on chauffe des habitations qui sont complètement du gruyère ou des passoires énergétiques, c'est pas terrible. Donc on essaye de coupler, et là on a eu une animatrice, enfin une chargée de mission qui est toujours là, qui a été embauchée et qui s'occupe vraiment que de la transition énergétique et notamment de la rénovation des bâtiments. Et c'est vrai que c'est important de coupler, par exemple, une chaudière bois avec une rénovation du bâtiment. Voilà. Donc c'est vrai qu'en amont du COT, on a une animation qui a donc, je dirais, embarqué les élus et le territoire sur la transition énergétique. Oui, et puis du coup, juste pour compléter aussi également, au niveau du COT, moi, j'ai pas mal de relations avec Fibois-Rhône aussi pour essayer de faire sortir des projets qui m'aident à porter des projets. Il y a aussi tout ce qui va être les consulaires, chambres d'agriculture, chambres du commerce, etc., quoi, qui aident bien. Très bien, merci beaucoup. On va passer maintenant du côté du Voironnais. Donc, au niveau du Voironnais, quelle est actuellement votre politique énergétique et quel plan vous avez mis en place pour avancer dans la transition énergétique? Alors le Pays Voironnais travaille sur les questions énergie et sur les questions de filière bois. Je vais parler un peu des deux en parallèle parce que ça me paraît important et puis ma spécialité à moi c'est plutôt le côté filière bois et forêt. Je ne l'ai pas précisé, le Pays Voironnais ça se situe au sud de Lyon, environ 80 km, entre Lyon et Grenoble. Et nous on est vraiment dans l'aire de la grande région grenobloise avec du coup la particularité en termes climatiques d'avoir des enjeux de qualité de l'air et d'énergie climat qui vont être directement liés à nos voisins également. On est territoire à énergie positive également depuis 2016 en lien avec le parc naturel régional de Chartreuse sur lequel il y a 9 communes du Pays Voironnais qui sont concernées par le périmètre de ce parc. Et on est également territoire à énergie positive pour la croissance verte comme nos
pas tout à fait voisins de l'accord. Voilà. Après, sur la question de la politique forêt filière bois, c'est un peu de l'histoire ancienne sur le territoire, puisqu'on avait également un pôle d'excellence rurale qui a permis d'aboutir en 2012 à la création d'une plateforme de bois déchiqueté sur Charavine, donc l'une des communes du Pays Voironnais, avec un enjeu fort de pouvoir développer le bois énergie avec une vraie vision de développement local et de filière locale. Pour ça, ça nécessite de travailler sur vraiment l'ensemble de la filière. Et on n'est pas uniquement sur la question de la production de bois et puis de bois énergie et puis de la question du développement de réseaux de chaleur et de chaufferie, mais on travaille dès l'amont en partenariat avec des structures partenaires qui vont être le Centre régional de la propriété forestière, qui vont être l'interprofession Fibois Isère, la Chambre d'agriculture également, pour pouvoir travailler dès l'amont à la structuration des propriétaires, puisqu'on a un gros enjeu sur la forêt privée chez nous et sur le morcellement de la forêt, qui va avoir un impact direct sur la gestion forestière et l'exploitation, et qui va également avoir du coup un impact direct sur les débouchés. Donc on travaille d'abord à la structuration des propriétaires, à la question de la gestion forestière et de l'exploitation forestière, et puis donc de l'amont jusqu'à l'aval, avec une politique énergétique qui va être plus tournée vers les consommateurs, qui va être soit la puissance publique, avec un accompagnement des communes pour le développement de réseaux de chaleur, de chaufferie collective, et également avec une politique à destination des particuliers, avec des aides qui vont être sur le remplacement des appareils de chauffage peu performants, non performants, avec des aides, là très récemment, nouvellement, on en parlera peut-être de manière plus détaillée, mais également sur les maisons individuelles. Et donc on a vraiment une politique qui va être complète, avec un chargé de mission qui est spécialisé sur les questions énergétiques. On était, en tant que communauté d'agglomération, également soumise à un plan climat énergie territoriale. Et nos élus vont voter à la fin du mois de février un plan climat air énergie territoriale qui est vraiment le document structurant de l'ensemble de notre politique énergétique. Avec une grande particularité qui va être que la filière bois est très présente. Alors, j'ai pas les chiffres, je vous donnerai pas les chiffres en termes d'objectifs kilowattheure. Par contre, c'est également la deuxième solution qui est envisagée. Chez nous, ce qui représente, on va dire, la solution la plus performante, ça serait l'éolien. La deuxième, c'est le bois énergie. Et la troisième, c'est le biogaz. Donc, c'est vraiment des solutions sur lesquelles, avec la particularité sur le bois énergie, d'être dans une vraie filière locale. L'objectif de pouvoir encourager des entreprises locales et vraiment une relocalisation d'une économie sur la question énergétique. Et ça me paraît être un enjeu important qui permet un petit peu de mettre tout le monde d'accord sur l'intérêt quand on souhaite développer de l'économie locale, on arrive à aller capter un intérêt un peu au-delà des questions énergétiques et environnementales. Donc pour moi, il y a un vrai enjeu, voilà, qui va être parallèle également à des questions, bien sûr, d'isolation. Je reprends les termes de mon collègue en face, mais évidemment, la question de la rénovation thermique, c'est un enjeu qui va de pair avec la question du développement des énergies renouvelables. La sobriété énergétique du territoire, c'est un enjeu majeur, mais comment répondre aux besoins de chauffage localement, on va dire qu'on essaye de se doter d'outils avec cette plateforme bois déchiqueté qui existe et qui a déjà connu une première extension en 2016, donc qui a été créée en 2012, première extension en 2016, et où là on a un exploitant local qui travaille principalement pour les chaufferies du territoire. D'accord, donc au niveau du Pays Voironnais, il y a eu la mise en place d'une plateforme bois énergie sur laquelle un exploitant local transforme la matière du territoire pour derrière la valoriser sous forme d'énergie et de chaleur auprès des habitants et des bâtiments de la collectivité. Alors les habitants, c'est pas la première cible. On va dire qu'on va plutôt être sur une cible publique, grosse chaufferie, enfin petite et grosse chaufferie. Effectivement, notre mode de gestion, c'est qu'on est en convention avec un gestionnaire privé qui a été l'Eli Environnement pendant 3 ans et qui est aujourd'hui une entreprise qui s'appelle Vieux Melchior Broyage et qui est une entreprise voisine du territoire, dont la grosse majorité de l'activité maintenant est située sur le Voironnais, qui a un rayon d'approvisionnement qui est local, hein, avec une majorité dans un rayon d'appro de 10 km. Donc on est vraiment sur une entreprise qui travaille le bois local et qui va revendre donc les chaufferies sur le territoire. On a plusieurs chaufferies collectives. On en a principalement 2 grosses sur la commune de Vorep, qui est une commune de 10 000 habitants. Et puis on en a une importante également à Coublevic, qui est une commune voisine.
Et sur l'approvisionnement de ces chaufferies-là, donc qui ont été accompagnées également par le Pays Voironnais sur la mise en place de leur réseau de chaleur bois, etc., l'approvisionnement en plaquettes vient en grande majorité de cette plateforme d'approvisionnement de Charavine. Très bien, donc un approvisionnement en local vers les chaufferies de la communauté de communes. Est-ce que vous entretenez également des liens avec les autres territoires adjacents, notamment Grenoble, qui est un gros centre urbain avec des consommations importantes et pas forcément la matière forestière que vous pouvez avoir, vous, au niveau du Voironnais? C'est une très bonne question et vous faites bien de la poser parce que je voulais en parler et je l'ai oublié. On travaille depuis longtemps, on a une habitude de travail en interterritoire avec aujourd'hui Grenoble-Alpes Métropole et la communauté de communes du Grésivaudan. Ça fait des années que nos 3 collectivités travaillent ensemble. Il y a quelques années, c'était via une association de développement de l'agriculture et de la forêt sur l'Y grenoblois. Et aujourd'hui, c'est à travers nos partenariats de collectivités. On travaille avec les parcs qui sont voisins, donc le parc du Vercors, le parc de Chartreuse, le massif de Beldon. Et on va travailler même avec des voisins un peu plus éloignés, qui vont être le Trièvre ou la communauté de communes de Saint-Marcelin, Vercors-Isère Communauté. Et depuis 2016, on a construit, et on est encore en train de construire et de mettre en œuvre une stratégie interterritoriale sur la question forêt filière bois dans le cadre de nos dispositifs territoires à énergie positive. Ça nous permet de nous poser des questions à une échelle supra-territoriale sur les questions d'approvisionnement. Il est évident que quand Grenoble met en place une nouvelle unité de chauffage qui vise à chauffer 20 000 logements, ça va impacter en termes d'approvisionnement sur les territoires voisins, pas que le Voironnais, puisqu'on n'est pas le territoire le plus forestier en l'occurrence. Et cette question de l'approvisionnement et de la réflexion de l'approvisionnement à une échelle interterritoriale, elle me paraît essentielle. Donc on l'a réfléchi en interterritoire. Aujourd'hui, ça fait partie de nos priorités à cette échelle interterritoriale. Vous dire si nos projets de développement de chaufferie sur l'ensemble de nos territoires vont être approvisionnés demain uniquement par du bois local de proximité et savoir si la ressource forestière nous permettra de tenir nos objectifs en termes de développement de bois-énergie, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Ça fait vraiment partie des questions qu'on souhaite poser à une échelle interterritoriale. Très bien, merci. Vous évoquiez très rapidement le PCAET. Est-ce que vous pouvez nous dire succinctement comment le diagnostic et l'élaboration des actions a été mené, notamment s'il y a eu un accompagnement spécifique? Je peux vous en parler un peu succinctement, effectivement. Alors, c'est le PCAET, donc le plan climat, air, énergie territorial, a été mis en place sur le territoire, enfin, va être voté la fin février, hein, donc c'est tout frais. On est le premier territoire par rapport à nos voisins avec lesquels on travaille en interterritoire à voter, acter ce nouveau plan climat, air, énergie territorial. On a été accompagné en partie par l'agence d'urbanisme de la région grenobloise sur ce travail-là. On travaille en lien avec l'ADEME et en lien avec la GEDEN, via notamment un comité technique et un comité de pilotage qui vont être élargis à des partenaires, y compris les partenaires d'ailleurs du secteur forêt filière bois, hein, puisque FIBois Isère en fait partie, le CRPF en fait partie. Et bien sûr, c'est un plan climat qui présente une diversité de thématiques. On s'intéresse autant à la question des transports, à la question du logement, à la question du développement des énergies renouvelables. Donc ça fait 2 ans qu'on a un certain nombre de partenaires qui travaillent à l'élaboration de ce plan climat et qui ont été investis sur la mise en place des fiches actions. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond totalement à la question. Ça répond très bien, donc des partenaires associés, notamment AGDN, CRPF, FIBois Isère pour la partie forêt et la partie énergie. Donc là, on parlait principalement du chauffage collectif. Je pense savoir que le Voironnais a aussi une action sur la partie chauffage particulier et aide au changement d'appareil. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Oui, bien sûr. Alors, on a 2 aspects, un que vous connaissez peut-être et un qui est tout nouveau. Alors, je vais vous en livrer la primeur. Le Pays Voironnais travaille depuis 2013, donc avant l'arrivée du fonds Air-Bois de l'ADEME. Le Pays Voironnais avait déjà mis en place une aide pour les particuliers pour le remplacement des appareils de chauffage. Pourquoi? Parce que donc on a parlé la plaquette bois énergie plutôt à destination du collectif. Le particulier se chauffe essentiellement avec du bois bûche. C'est quand même la grosse majorité du mode de chauffage au bois sur le territoire, avec une étude qui a été menée qui montre qu'on a
en gros 6000 appareils de chauffage défectueux sur le territoire ou non performants, avec très peu d'informations du consommateur, donc de l'habitant, sur l'importance d'avoir un bois bûche sec et de qualité. Et donc il y a deux gros enjeux, c'est le remplacement des appareils qui sont non performants et la sensibilisation du consommateur et du producteur à la qualité du combustible. Pourquoi ? Parce qu'on est aussi dans une zone d'un plan de protection de l'atmosphère, et donc la pollution aux particules fines, c'est une vraie question. Voilà. Donc comment on aide les particuliers ? C'est par une prime, une aide à l'achat, qui peut aller de 400 à 800 € en fonction des conditions de ressources sur le remplacement d'un appareil de chauffage. Donc voilà, pour avoir un appareil performant. On est à peu près 500 appareils remplacés depuis 2013 aujourd'hui, avec on va dire une grosse montée en puissance depuis que l'ADEME finance également via le fonds Airbois ce remplacement. On est à peu près à 120 appareils par an. Alors, j'ai dit 6000 défectueux, ça veut dire qu'on a encore du chemin à parcourir avant d'avoir tout changé, hein. Mais ça permet quand même d'avoir une action assez significative. Ça représente un budget de 60 000 € pour la collectivité chaque année. Et la deuxième action qui vient d'être mise en place, qui a été votée très récemment, donc c'est le remplacement des chaufferies fuel et gaz propane pour les maisons individuelles. Là, l'objectif, c'est d'en remplacer 80 par an. C'est un budget de 240 000 € par an, donc on n'est pas sur les mêmes échelles budgétaires, avec une aide aux particuliers également sur le remplacement de ces chaufferies. Voilà, donc là c'est un nouveau dispositif, c'est tout nouveau, on travaille en partenariat avec la GEDEN sur ces éléments-là, y compris pour l'accompagnement des particuliers et pour le conseil, et c'est un gros enjeu localement. Donc là, c'est un projet assez novateur et qui, à ma connaissance, n'existe pas sur d'autres territoires. Est-ce que sur l'accord, par exemple, c'est quelque chose que vous avez envisagé et sur lequel vous pensez réfléchir pour le remplacement propane et fuel ? Alors, on a des aides pour l'installation de chaufferies, par exemple, changement de chaufferie fuel, chaufferie bois. On aide aussi les gens à changer leurs inserts et leurs poêles, parce que ce qui a été dit est important. Il y a beaucoup d'appareils de chauffage aujourd'hui qui émettent des particules fines et qui ont un rendement qui est pas super bien, alors que les nouveaux appareils de chauffage émettent moins de particules et un rendement supérieur. Donc là aussi, on a une aide au changement, effectivement, pour à la fois les chaudières et les poêles. Très bien, merci. Donc c'est important de voir que des territoires puissent mettre en œuvre des aides pour le changement des chaudières fuel et propane, enfin combustibles fossiles, vers des énergies renouvelables. Peut-être que Eric Vial, vous voulez rebondir là-dessus et donner votre analyse. Oui, alors pour reprendre ce point-là qui est très intéressant, c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit ça sur un territoire, une aide supplémentaire. Et c'est d'autant plus important que jusqu'à maintenant, on avait beaucoup d'aides pour les appareils indépendants. Donc c'est vrai que c'est un problème, mais on a le même problème sur les chaudières. Une chaudière bois ancienne qui n'a pas toujours été entretenue, c'est très bien. Elle va avoir des problèmes de pollution qu'on n'a absolument pas des appareils modernes. Donc c'est vrai que comme on pense souvent à changer les poêles, à mettre des primes, là, comme c'est le cas de 500 à 800 € pour un poêle, c'est bien, mais il faut penser aussi aux chaudières. Et aujourd'hui, peu de structures y pensent, parce que quand on met 500 à 800 € sur une chaudière, ça ne motive pas nécessairement les gens à changer. Donc là, mettre une aide spéciale pour les chaudières et pour le remplacement d'une chaudière fossile. J'en profite pour parler de ça, parce qu'on parle fuel, on parle gaz propane, mais le fossile, il y a le gaz naturel qui est fossile aussi, accessoirement. Donc, et aujourd'hui, on peut remplacer des chaudières gaz fossiles, gaz naturel, qui ne sont pas à condensation, aussi avec le même protocole, on va dire. Donc il faut aussi en parler. Et alors, je voudrais revenir sur un point. On a parlé beaucoup de bois énergie. Peut-être que certains se disent, oui, du bois énergie, on en parle beaucoup, mais on n'en aura plus. Comment ça va se passer? Alors, je voudrais rassurer tout le monde. Du bois énergie, la France, ça déborde. On a une croissance annuelle qui est même pas prise par l'ensemble des activités humaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une croissance de la forêt et du volume de bois sur pied, on en utilise à peine la moitié. Que ce soit pour faire des bûches, que ce soit pour faire du granulé, mais bien sûr, surtout pour faire du bois d'œuvre et du bois d'industrie. Donc, de ce côté-là, la ressource, on l'a. Alors après, peut-être que localement, sur un territoire, il n'y a pas, mais à proximité très proche, on trouvera toujours quelque chose.
Donc voilà, donc je voulais, c'est mon introduction un peu sur le sujet collectif, puisque c'est le sujet dont on parle, qu'on a beaucoup abordé aujourd'hui. Dans le collectif, quand on choisit de prendre une énergie renouvelable qui chauffe, on va penser au bois. Et quand on pense bois, il y a deux alternatives pour un chauffage collectif. Ça va être le granulé, la plaquette ou le granulé. Plaquette qui est historiquement là, présente depuis longtemps, ou le granulé. Et dans ce contexte-là, on a une vraie vocation, une vraie volonté de ne pas opposer ces deux combustibles qui sont des très bons combustibles. Simplement, on a volonté de faire les bons choix et c'est d'inciter les professionnels et les collectivités à faire les bons choix. Et nous, en 2012, on avait, il y a 5 ans, non, il y a un peu plus de 5 ans maintenant, on avait fait une étude avec le comité interprofessionnel du bois énergie sur les perspectives d'usage du granulé en collectif tertiaire et industriel, histoire d'aider à la décision, est-ce que je mets du granulé ou est-ce que je mets de la plaquette? Et pour faire court, les 2-3 grands points qui ressortaient, c'est que quand on a une intermittence forte de besoin de chauffage, je pense à une école, je pense à un bâtiment tertiaire ou une activité, un gymnase qui ne va pas fonctionner en continu, eh bien le granulé s'impose parce qu'il apporte un certain nombre de confort, une certaine facilité d'utilisation que malheureusement la plaquette n'a pas. D'autre part, il y a un autre cas qui est évident, on a plein d'exemples dans la région, c'est des contraintes techniques particulières. Quand vous êtes dans une ville, pour info, pas loin d'ici, à Confluence, vous avez 1,5 MW de chauffage au granulé pour chauffer des immeubles, le centre commercial de Confluence, parce qu'on avait choisi le bois et la plaquette implique plus de transport, puisqu'elle est 3 fois moins dense, et plus de volume de stockage, puisqu'encore une fois, elle est 3 fois moins dense. Donc c'est pas une opposition, c'est simplement un constat. Dans ce cas-là, il vaut mieux choisir ça. Ou en montagne, par exemple, où ça gèle, la plaquette est quand même humide et ça fait un bloc de glace, alors que le granulé est quasiment sec et on n'a pas ce problème-là. Donc c'est juste, cette étude, elle servait à montrer ça et je pense que c'est un point qu'il faut bien montrer aux gens. C'est-à-dire que c'est pas une opposition, c'est simplement qu'il faut adapter en fonction d'eux. Et c'est pour ça que quand on dit on veut mettre du bois puis qu'on vous dit non, c'est pas possible là parce qu'on pense à la plaquette, il faut penser au granulé et vice-versa. Et voilà, donc ça c'est un point important. Cette étude, pour information, elle va être actualisée et complétée cette année. Donc les résultats vont sortir à l'automne, peut-être un peu avant, avec là beaucoup plus de points précis sur les retours d'expérience, puisque là vraiment depuis 5-6 ans, on aura vraiment eu un grand nombre d'installations qui auront tourné à la fois en chauffage plaquette ou granulé. Sachant que le granulé peut être aussi complément de la plaquette, parce que quand on installe une grosse chaufferie plaquette, on a besoin d'un secours, et le granulé s'y prête parfaitement de par sa souplesse, sa fluidité, et ainsi de suite. Voilà. Peut-être par rapport à ça, un exemple concret d'un territoire, vous sur votre territoire et au niveau des objectifs mis en place dans le code, vous avez aussi bien de la plaquette que du granulé ? Alors oui, je pense qu'on a les deux. Moi, je vais citer juste l'exemple de ma commune où j'ai les deux. Et ce qui n'a pas été dit par monsieur, c'est que quand même, le génie civil d'une installation plaquette est plus cher en général qu'une installation granulée, puisque aujourd'hui, vous avez même des fournisseurs qui sont ici, qui proposent des caissons ou des réservoirs tout près de granulés, avec même le raccord pompier tout près pour le chargement. Donc c'est quelque chose qui est bien moins cher. Après, nous sur notamment les gros réseaux de chaleur, où c'est des installations lourdes, c'est plutôt de la plaquette. Mais je dirais que par rapport au territoire et aux fournisseurs, parce que j'ai parlé tout à l'heure d'un PR 2006 où là c'était de la plaquette, aujourd'hui on a des fournisseurs de granulés aussi locaux, donc il n'y a pas de souci, je dirais, d'approvisionnement. Et c'est un peu à la discrétion soit des collectivités, soit les bureaux d'études qui vont préconiser plutôt de la plaquette que du granulé. Mais je dirais les deux, pour moi, il n'y a pas de souci. En tout cas, les chaudières au niveau rendement, au niveau du rendu et au niveau du prix du carburant, si je puis dire, enfin du combustible, il n'y a pas beaucoup de différence sur le prix à l'année. Donc les deux sont technologiquement aboutis et rentables au niveau du coût de l'énergie. Peut-être par rapport à la localité, justement, on en parlait, la possibilité d'avoir du granulé local. Vous pouvez nous en dire un mot, Eric ? Oui, alors on a la chance en France d'avoir une répartition à peu près homogène des unités de granulation. Il se trouve qu'en Rhône-Alpes et encore plus, avec l'Auvergne maintenant en Aura, on a vraiment beaucoup de producteurs. On est la plus grosse région productrice de granulés. Il y en a dans les Alpes, il y en a en dehors des Alpes, il y en a sur le coup de territoire auvergnat, dans la Loire. On a vraiment une grosse capacité de production sur la région. Et donc là, la disponibilité, que ce soit des petits comme des gros acteurs, il y a ce qu'il faut.
Je voulais rajouter un point aussi pour continuer sur la logique du choix entre plaquettes et granulés. Aujourd'hui, il y a aussi une méconnaissance un peu de la filière granulée et de la possibilité de mettre des chaufferies granulées quand on ne peut pas mettre de la plaquette ou quand ce n'est pas judicieux. Et nous, on est justement, Propelay, on a travaillé sur un MOOC, une formation en ligne gratuite accessible à tout le monde. C'est une trentaine de petites vidéos qui présentent toutes les étapes de réalisation d'un projet d'une chaufferie granulée, que ce soit dès le moment où on y pense et évaluer ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. C'est les parties techniques sur le silo notamment, c'est la partie exploitation, tout ce qui concerne les questions qu'on va se poser et auxquelles ces petites vidéos répondent. Donc nous sur notre stand on a cette petite brochure, mais simplement vous pouvez taper Propelay, ensuite MOOC, MOOC, et vous aurez toutes ces vidéos avec 8 témoignages d'installations sur toute la France qui ont fait le choix du granulé, que ce soit dans des piscines, des chauffages collectifs et ainsi de suite. Voilà, c'est juste la petite partie pub. Sur le collectif, j'en ai terminé. C'est important de donner les outils aux maîtres d'ouvrage et puis même aux bureaux d'études qui peuvent les accompagner pour développer ces projets sur les territoires. Vous vouliez ajouter moi, je trouve ça très intéressant de pouvoir utiliser le granulé comme solution de secours. Enfin, j'ai envie de dire, chez nous, la solution de secours, ça reste quand même plutôt le gaz. Bon, à la fois, on a financé la mise en place d'une plateforme bois déchiqueté. Donc, j'avoue que le granulé et le MOOC granulé, je ne sais pas si le Pays Voironnais sera le plus preneur sur l'ensemble des chaufferies. On a quand même des projets de chaufferie qui sont encore pas réalisés sur le territoire. Sur les principales communes du territoire, notamment Voiron, Moiran chez nous, plus des petites communes. J'ai envie de dire, est-ce que au-delà d'un certain stade, la question ne devrait pas se poser sur les territoires? Et puis j'ouvre un peu le débat là-dessus, mais une question de compétence. Quand on a et l'outil de production et les débouchés sur le territoire, c'est très intéressant de savoir qu'à l'échelle régionale, on a des solutions qui existent et techniquement qui sont très performantes. Et à la fois, je pense qu'il ne faut pas faire l'économie au niveau local quand on a la capacité de le faire parce qu'on a la chance d'avoir l'ensemble de la filière sur le territoire. Ne faut-il pas se poser la question d'avoir vraiment une vision intégrée et globale, quoi. On est tout à fait d'accord. Par rapport aux compétences existantes, donc il existe effectivement des structures à l'échelle régionale ou à l'échelle départementale, comme la GEDEN ou le SPUL qu'on a pu citer. Par rapport aux prises de compétences aussi, peut-être par les collectivités, est-ce que vous pouvez nous dire, lorsque vous avez un projet de chaufferie bois, comment ça se passe? Est-ce que vous mettez en place des marchés? Est-ce que vous avez des personnels qualifiés dans vos collectivités? Ou comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, à l'accord, on a pris la compétence production d'énergie et aussi la compétence réseau de chaleur. Parce que ça nous paraissait important, justement, puisqu'on imagine un mix énergétique à l'horizon de 2050, d'avoir au moins la compétence, parce que si on n'a pas la compétence, on est obligé de tout sous-traiter. Et donc, par exemple, pour la partie réseau de chaleur, on a souhaité prendre cette compétence pour justement devenir maître d'ouvrage par rapport à des communes qui n'ont pas forcément justement les moyens humains. Mais par contre, on va s'appuyer bien sûr sur des bureaux d'études. Et puis ensuite, en général, sur des gros projets, on va passer des contrats crème, donc conception, réalisation, études et maintenance, pour, on va dire, être sûr du résultat. Parce que même si on a la compétence, nous, on n'a pas forcément les moyens humains, et notamment dans le suivi, puisque dans un crème, il y a un suivi sur plusieurs années et puis de la performance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a une installation qui est faite, il faut vérifier que cette installation elle donne bien les résultats qui sont escomptés, ce qui n'est pas toujours le cas. On est d'accord, donc c'est un groupement d'entreprises qui prend la main sur la conception, réalisation, exploitation, maintenance, qui s'assure de la pertinence des travaux effectués et du rodage et du fonctionnement les premières années de l'unité de chauffage. Oui, je veux juste ajouter dans cette logique-là, la compétence, que par rapport à votre question, la compétence, elle est peut-être dans les communes ou dans les territoires. S'il n'y est pas, ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, on a de plus en plus d'acteurs qui interviennent et qui vont proposer de vendre de l'énergie
comme les gros acteurs comme on ne va pas les citer, mais les gros acteurs du marché qui viennent dans les territoires vis-à-vis des grosses communes. Maintenant, il y a des plus petites structures, et je pense notamment à un de nos adhérents qui intervient avec une structure qui s'appelle Forestener et qui propose pour des petites communes de vendre le kilowattheure. Et comme ça évite à la commune de se soucier de rentrer là-dedans, ce sont des sujets complexes, et quand on n'est pas expert, on risque de faire des bêtises ou de pas les faire. Donc c'est un peu dommage, et donc ces structures-là, une société comme ça peut proposer ces services pour ça. Je fais un peu de pub, mais c'est quand même important que ça se sache, parce que ça évite de laisser les petites communes ou les petites agglomérations seules face à un problème énergétique qu'elles n'arrivent pas à résoudre. Effectivement, c'est une des dernières solutions qui se met en place progressivement dans les différents territoires. Donc là, vous citiez Forestener dans les Alpes, mais sur l'Auvergne, il y a d'autres solutions qui existent et qui permettent à des projets qui jusqu'alors ne voyaient pas le jour parce que le maître d'ouvrage ne pouvait pas mettre en place d'investissement ou manquer de compétences techniques, de directement pouvoir acheter de la chaleur produite à partir de bois. Je souhaiterais compléter parce qu'à la différence de l'accord, sur la communauté d'agglo du Pays Voironnais, on n'a pas la compétence réseau de chaleur. Et donc, ça veut dire que chaque commune, quand elle a un projet réseau de chaleur bois, réinvente la sauce à chaque fois. Et c'est vrai que nous, le moyen d'accompagnement, c'est le financement des études d'opportunité, des études de faisabilité, l'accompagnement aussi sur la rédaction des cahiers des charges quand il s'agit de trouver un prestataire, l'accompagnement sur les solutions techniques, etc. Par contre, la communauté d'agglomération n'a pas la compétence. Et du coup, il y a peut-être de la perte en ligne sur l'expertise et puis sur la question de la négociation des prix. Et je fais une petite parenthèse là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a quand même la volonté de développer des filières locales. Et s'intéresser à l'approvisionnement me paraît essentiel parce que du coup, on n'oublie pas qu'en amont de la chaîne, il y a des producteurs et que quand même la question de la juste rémunération du producteur et à la fois le souci de la stabilité des prix pour le consommateur, c'est deux problématiques qui sont vraiment essentielles mais qui peuvent être un peu antinomiques parfois parce qu'avec une volonté de tirer des prix vers le bas pour que l'installation soit rentable et en face une envie quand même qu'on ait une exploitation forestière qui soit correcte, qu'on ait des chemins qui soient en bon état et qu'on ait des entreprises locales qui vivent. Donc c'est vrai que c'est un enjeu. Moi, ça me paraît vraiment important d'avoir la vision globale de l'ensemble de la filière. Je vous remercie de souligner ce point. Effectivement, on ne peut pas se permettre d'avoir une énergie très peu chère si derrière, ça veut dire dégrader les territoires. On est là justement pour développer au niveau du territoire une filière complète et vertueuse. Merci pour ce point. Juste avant de conclure, je voulais revenir sur le chauffage au bois individuel et peut-être mettre en avant rapidement les intérêts que peuvent avoir le bois énergie pour le particulier. Oui, alors on peut en parler, c'est sûr, c'est un point important puisque c'est le gros du volume de bois consommé en France. C'est pas le collectif, c'est le domestique. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur la bûche, même si aujourd'hui, un chauffage de bûche qualité est très bien et fonctionne bien. Je vais plutôt parler granulé, mais on va se rejoindre très souvent. Aujourd'hui, la solution granulée, c'est quand même une solution hyper intéressante, que ce soit au niveau écologique, au niveau des performances, au niveau du confort, au niveau de tout, quoi. Je suis motivé, c'est vrai. Mais je veux dire, c'est un point qui est important à signaler. On a vraiment toute une filière qui est bien équipée, installée maintenant. Et on a en plus des particuliers, des utilisateurs qui en sont ravis. Alors, on vient de lancer notre campagne Propelé, la campagne communication Les gens heureux se chauffent au granulé de bois. C'est pas une campagne de com pure, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on a fait une étude auprès de particuliers qui se chauffent au granulé via Voice, l'institut de sondage via Voice. Et les résultats sont assez impressionnants. On a 96% des gens qui sont satisfaits de leur chauffage au granulé, que ce soit chaudière ou poêle. Et on a 95% qui recommandent à leurs proches d'utiliser ce combustible. Donc, je veux dire, je me tais maintenant, il n'y a plus rien à dire, quoi. C'est clair, ça prouve l'état de la filière à ce niveau-là. Et donc, soyez heureux, consommez du granulé. Merci beaucoup. On va conclure juste par un mot de chacun d'entre vous sur un conseil rapide pour une collectivité se lançant sur le bois énergie. Peut-être commencer par l'accord.
Moi, je n'ai pas spécialement de conseils à donner, mais c'est vrai que quand on a une forêt qui est exploitée en priorité pour le bois d'œuvre, il y a effectivement la place pour le bois énergie. Et dans un mix énergétique comme nous, avec un territoire TEPOS qui sont de plus en plus nombreux en France, hein, ils sont extrêmement nombreux. De mémoire, il doit y en avoir 500 aujourd'hui en France. Je pense que le bois énergie, c'est vraiment une solution d'avenir. Merci. Un complément peut-être par Mathieu. Oui, je vais compléter rapidement aussi. Moi, je pense, alors c'est vrai que je viens moins du monde de la collectivité en tant que tel, mais ce qui fait la force de l'accord, je trouve, c'est qu'il y a une politique qui est globale à l'échelle, que ce soit sur la rénovation, que ce soit sur la sobriété, soit sur la mise en place d'énergies renouvelables. Autant pour le particulier avec une plateforme de l'habitat qui est assez relativement efficace et où les systèmes d'obtention des aides ne dépendent pas de un ou deux postes, mais vraiment adaptés à ce que va faire le particulier. Et pour les autres maîtres d'ouvrage, il y a le COT du coup qui est là et qui permet d'accompagner aussi. Et il y a tout l'aspect bâtiment qui est moins pris en compte dans les aides effectivement, mais qui fait partie des critères techniques. Donc là-dessus, on est vraiment sur efficacité, sobriété, énergie renouvelable et une complémentarité des différentes aides. Sur le Pays Voironnais, un petit conseil, c'est dépasser d'éventuelles limites et idées reçues et d'abord se renseigner parce qu'en réalité, la solution bois énergie, elle est possible à peu près partout, à différentes échelles. Les solutions techniques d'aujourd'hui, je pense que c'est plus celles d'il y a 15 ans. Et donc, ceux qui ont été échaudés il y a quelques années pourraient avoir intérêt à se repencher sur les solutions qui existent aujourd'hui. Et puis, il existe beaucoup d'aides. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est le premier pas, celui qui va nous amener vers l'étude des solutions. Voilà. Merci beaucoup. Et enfin, Eric. Juste simplement, je voudrais dire à tout le monde et aux collectivités en particulier, ne pas oublier le bois. On a un matraquage régulier sur d'autres énergies que je ne citerai pas, notamment avec des offres à 1 € et j'en passe et des meilleurs. Restons sérieux, il faut travailler avec des produits de qualité, on est économique et ne pas oublier le bois, même quand d'autres énergies font un matraquage massif. Merci beaucoup. J'espère que le message de l'opportunité que représentait le bois énergie dans les différents territoires et quel que soit le territoire a été bien compris. Et je vous remercie d'avoir assisté à ce plateau TV Bipositive. Merci à vous. Merci. Merci.